L'accorder, je pense que c'est une belle leçon de vie et de complémentarité aussi. Un leader peut par exemple avoir un moment de faiblesse, je vais mon second cordé parce qu'il est meilleur que moi dans ce domaine, va passer devant. Et ce transfert quelque part de leadership se fait de manière très naturelle chez nous et puis sans jugement ni état d'âme. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé, bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver pour passer une heure ensemble avec Pascal Sanchot, mon invité. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. Avec beaucoup de plaisir, c'est la troisième fois que vous venez pour parler de votre troisième livre. Vous êtes conférencier, vous intervenez sur la cohésion d'équipe, la performance et le leadership dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Pendant 30 ans, vous avez été responsable d'unité de secours en montagne de la police nationale et commandant d'opérations de sauvetage, une spécialité qui a d'ailleurs été reconnue récemment la plus difficile de la police nationale. Donc vous êtes là pour nous parler de S'élever ensemble, votre nouveau livre chez Mareuil Éditions. L'urgence, c'est votre métier et votre passion, dites-vous. Absolument, j'ai eu ce privilège de pouvoir vivre ça pendant une trentaine d'années avec mes camarades en France et un peu à l'étranger. À quel genre votre livre appartient-il ? C'est un livre de leadership ? Alors sans être un guide, parce qu'il faut quand même beaucoup d'humilité dans ce qu'on propose, chacun en fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. C'est un partage d'expérience tout simplement. La naissance de ce livre, elle venait d'une frustration en conférence. Souvent, j'ai pas le temps d'aller au bout des idées, donc on les survole un peu. Et là, j'ai pris le temps par l'écrit, ce qui est quand même plus facile et souvent plus précis, d'aller un petit peu au bout de ce que je pense être utile ou pouvoir être utile à tout un chacun, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle. Un rétex ? Ouais, c'est une forme de rétex quelque part. Alors le rétex pour tout le monde ? C'est un retour d'expérience, on analyse comment les choses se sont passées. Alors à la base, c'est quelque chose qui a été utilisé, le rétex, pour des accidents, des choses qui se sont très mal passées, mais on peut l'utiliser aussi pour des choses hyper positives, simplement dans l'idée de partager une expérience qu'on vivra peut-être jamais dans sa carrière. L'idée, c'était d'en tirer des leçons quand même. Absolument. Donc manuel de leadership ou livre de développement personnel ou C'est un peu tout, parce que dans chaque décision, il y a le corps et puis il y a aussi l'esprit, donc je pense que c'est un peu indissociable. Non, c'est surtout le témoignage d'un écosystème qui se veut par définition unique. La haute montagne, c'est un milieu à part qui nous élève, c'est aussi le reflet de nous-mêmes. On se révèle à nous-mêmes, on se révèle aux autres. Donc je pense que dès l'instant qu'on ambitionne de vivre ensemble d'une manière ou d'une autre, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau personnel, il y a des enseignements à en tirer. Vous prenez un exemple, celui de la corde qui unit les alpinistes. Vous dites que c'est bien plus qu'un matériel qui vise à enrayer la chute. Vous parlez même d'un art, l'art de la cordée. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'art de la cordée ? Là, on rentre dans le vif du sujet. C'est quelque chose qui va être utilisable partout. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'esprit de cordée ? L'art de la cordée, c'est deux personnes à minima qui vont s'associer pour un projet. Donc, pour nous, ça sera l'accès à un sommet. Et donc, ils vont mettre en commun toutes leurs forces, leurs capacités, leurs intelligences avec un grand S. Mais jusque-là, on reste dans du classique. Ce qui est intéressant, c'est que dans le projet, dès le départ, à des altitudes plus modestes, ils vont mettre sur la table leurs limites, leurs faiblesses, parfois leurs défauts, parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas à des altitudes plus modérées, dans un univers aseptisé, le monde de la montagne et le milieu par lui-même, malgré les couches de vêtements que vous superposez, va vous mettre à nu très rapidement. Et donc, il y a une forme de loyauté, d'authenticité. Et ce qui est intéressant dans cette cordée, puisque la corde, c'est aussi un pacte commun, ça peut être un pacte social, et c'est un engagement sans tricher, on est vraiment soi-même, et on considère aussi, dans cet écosystème particulier, qu'il y a toujours un premier. Donc de manière générale, on appelle le premier de cordée. Voilà, et qu'on entend aussi versus leader, mais il y a un second. Et l'un n'existe pas sans l'autre. Et moi, ce que j'aime un peu aussi dans mes conférences, c'est faire l'éloge de gens ordinaires qui font des choses vraiment extraordinaires. Contrairement à un monde aujourd'hui où on a tôt fait d'aller au raccourci, de considérer des gens extraordinaires qui font à peine des choses ordinaires. Et l'accorder, je pense que c'est une belle leçon de vie.
de complémentarité aussi. Un leader peut, par exemple, avoir un moment de faiblesse, je suis fatigué, un passage ne me convient pas, mon second de cordée, parce qu'il est meilleur que moi dans ce domaine, va passer devant. Et ce transfert, quelque part, de leadership se fait de manière très naturelle chez nous, et puis sans jugement ni état d'âme. Ce qui veut dire que on va se féliciter si effectivement on atteint le sommet, mais on s'en voudra pas si l'un a failli et qu'on a dû renoncer. Donc cette solidarité, elle se retrouve vraiment dans les faits. Donc ça demande à travailler un peu son ego et à construire un état d'esprit atypique. Vous parliez de pacte qui unissait les membres de la cordée. En quoi ce pacte consiste-t-il ? C'est un pacte moral, c'est un pacte global, c'est se dire les choses, s'engager autour d'un objectif commun. Si l'objectif est de haut niveau, on n'est pas toujours ensemble, donc on va se préparer chacun dans son coin, donc il y a une forme de loyauté dans l'engagement. Et ensuite, partager le fruit du labeur, se soutenir, toutes ces valeurs qui font qu'on est unis dans l'effort. Donc effectivement, c'est un pacte avant tout qu'on se fait à soi-même, et ça je l'ai connu dans le monde du secours en montagne, un pacte où on se dit les choses à soi-même dans un premier temps pour être capable de les assumer avec ses camarades. Un exemple tout bête mais très très puissant dans le secours en montagne, le premier pacte, c'est d'être capable d'aller au bout d'une mission. Et quand je dis au bout, pour nous c'est pas que des mots. Moi j'ai perdu 7 camarades en 30 ans, j'en ai perdu un il y a quelques mois. Donc c'est un engagement qu'on se fait d'abord à soi-même, et ensuite par loyauté on se doit de le tenir vis-à-vis de ses camarades. Donc là, on est dans du concret. Quand vous parlez de perdre, c'est en exercice. Quand je dis perdre, c'est des gens qui ne sont pas rentrés de mission et qui sont décédés. Pas obligatoirement en exercice, en secours réel. Et voilà, c'est le prix à payer d'une certaine passion, mais derrière, il y a un état d'esprit. On n'en fait pas du tout une gloire. On fait le job. Mais derrière, il y a quand même un état d'esprit qui, de mon point de vue, à travers ce livre, peut vraiment être utile à beaucoup, et leur dire déjà qu'on peut relativiser les choses, même dans les moments les plus difficiles. Simone Veil disait que dans chaque larme subsiste un espoir, c'est vrai. Moi-même, quand j'ai perdu mes camarades, derrière, on a réussi avec force à construire, à ressortir quelque part plus fort de ces épreuves qui pourtant étaient très très douloureuses. Il y en a autour de vous qui ne sont pas retournés sur le terrain après le départ de vos camarades. Peu, mais c'est arrivé. Et là aussi, la loyauté, c'est des gens à qui on n'aurait pas eu l'idée de porter le moindre jugement, hormis leur dire merci pour le temps qu'ils ont passé avec nous, et qu'à un moment donné, s'ils ne sentent pas cette force intérieure qui fait qu'on continue la mission, on ne peut que les remercier de leur engagement. En quoi est-ce qu'on peut transposer l'esprit de la cordée à la vie de tous les jours ? Alors, ce qui est quand même un peu le but de votre livre, c'est absolument de faire le pont entre ce qu'on peut vivre en secours et vivre en entreprise. Je crois qu'on peut réfléchir à la relation à l'autre, tout simplement. Une relation authentique, sincère. Se dire les choses, ne serait-ce que ça. Quand je fais une intervention et qu'on me demande d'intervenir sur du management courageux, moi ça me fait un peu halluciner. Je veux dire, le management, par définition, doit être courageux. Et de mon point de vue, le courage ne suffit pas. Il faut être audacieux. Il faut mettre de l'intelligence dans tout ça. Donc la relation à l'autre, authentique, sincère, loyale. Avoir à l'esprit qu'on ne détient pas la vérité. Donc beaucoup d'humilité. Se dire aussi que quand on travaille en équipe, c'est pas parce qu'on est chef qu'on est le plus à même de trouver la solution à tel ou tel moment. Nous, c'est ce qu'on appelle le leadership d'objectif et de momentum. Voilà, on peut s'arrêter là-dessus parce absolument. Que alors, je prends l'exemple d'un secours qui représente 90% de nos interventions. On décolle dans un hélicoptère. À l'intérieur de l'hélicoptère, il y a un pilote qui pilote, un mécanicien qui va gérer toutes les phases d'hélitreuillage. Le plus souvent, on a 2 sauveteurs et on a un médecin urgentiste. Et par rapport à une boussole qui doit être tournée en permanence vers l'intérêt de la victime, la sauver, ou lui donner le plus de chances pour qu'elle survive, on va avoir des moments forts dans une opération où chacun va prendre le leadership. Par exemple, sur une phase d'approche, de pilotage, d'approche de la paroi, c'est le pilote. Commandant de bord, c'est lui qui décide tout de A à Z, on est à sa disposition. Au moment où on va hélitreuiller, ça va être le mécanicien qui va avoir le leadership. Dès l'instant que je suis dans la paroi,
le leadership me revient tout à fait naturellement. Et puis dès l'instant qu'il faut médicaliser, c'est le médecin. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on a tous dans une mission un idéal professionnel, l'envie que ça se déroule le mieux possible. Et ça se déroule jamais comme ça. Donc à un moment donné, le pilote me dit Pascal, tu m'avais demandé 20 minutes de temps pour conditionner une victime, je t'en donne 10. Mais pour moi, c'est une fin en soi. Je vais pas lui dire non, mais j'en voulais 20. Tu m'en donnes 10, j'en prends 10. Et dans ces 10 minutes, je vais trouver la solution. Au même titre que je voulais être élitreillé sur une victime directement en paroi, le pilote me dit non, là, il y a trop de vent, c'est pas possible, on vous met sur la crête, tu descends en rappel. Je vais jamais revenir sur ses décisions et lui ne reviendra pas sur les miennes. Si à un moment donné, je lui dis au pilote que clairement, si dans les 5 minutes, il sort pas la victime de la paroi, on la perd. Même s'il se met dans le rouge, il le fera. Et donc cet écosystème et cet état d'esprit, il est adaptable partout dans une équipe, notamment au sein de l'entreprise. C'est être toujours orienté vers un objectif commun, vraiment, compris et accepté de tous, et donner en temps réel la meilleure version de l'écologie, on va dire, du groupe par rapport à l'atteinte de cet objectif. Donc la notion de grade n'existe plus. Sauf qu'en entreprise, les gens jouent pas forcément leur vie. Oui, mais il en reste toujours quelque chose. C'est l'atteinte de l'objectif, on peut le concevoir sans le pousser à son paroxysme. C'est la dynamique au sein du groupe qui est intéressante. Prenez l'exemple, par exemple, des équipages qui vont dans l'espace. Ouais. Là, c'est un peu pareil quand même. Ils jouent leur vie. Oui, non, mais ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que sans aller... Par exemple, je parle de sacrifice. Bien sûr que nous, le sacrifice, ça peut aller jusqu'au décès. Mais le sacrifice, il faut le reconsidérer. Le sacrifice, c'est la mère célibataire qui se lève le matin, qui va dans un boulot qui ne lui plaît pas du tout, et qui a une notion alimentaire par rapport à ce travail et qui nourrit ses 2 gamins. Le sacrifice, on peut le redéfinir. Donc cet état d'esprit au sein de nos équipes, il est transposable partout, à condition d'en avoir l'envie. Donc ça veut dire travailler aussi sur son ego, considérer qu'on va progresser professionnellement dans une équipe sans obligatoirement marcher les uns sur les autres, que si un jour on devient excellent, et ça c'est un travail quand même sur soi-même, on sera excellent parce qu'on a côtoyé les autres, par rapport à ce qu'ils nous ont offert. On n'est pas excellent tout seul. Et non. De toute façon, l'aventure individuelle, si on regarde tous les exemples qui nous sont donnés, elle n'existe pas, nulle part. Je vois en ce moment, j'ai mon camarade Franck Hamas qui traverse les océans pour pouvoir monter sur ce bateau avec son compagnon de galère. Il y a une centaine de personnes derrière. Mon fils travaille en Formule 1 pour que un pilote puisse prendre un volant, c'est 200 personnes qui travaillent. Donc l'aventure solitaire n'existe pas et c'est ce qui en fait d'ailleurs et sa beauté et sa difficulté. Voilà, j'ai invité Pascal Sanchot aujourd'hui à l'occasion de la publication de son 3e livre qui s'appelle S'élever ensemble chez Mareuil Éditions. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça pourrait résumer l'esprit de votre livre. Oui, ça le résume et en plus, moi ce qui fait la force de mon bouquin, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est que tous les exemples sont vraiment issus d'un principe de réalité. Il n'y a pas de chercheur ni de stratège en leadership ou en management. On a vécu les choses, parfois ça a fonctionné, parfois ça n'a pas fonctionné, on a réfléchi, on a essayé de construire meilleur, on va dire. Et effectivement, un des enseignements, et je le vis dès ma première intervention en montagne, ça reste que le collectif, c'est ce qui nous tire vers le haut. Seul, on n'est pas grand-chose. Vous étiez sur le terrain quand l'avion de la Germanwings s'est écrasé. Votre téléphone sonne et qu'est-ce qu'on vous dit ? Le téléphone sonne pas. Ce jour-là, je suis à la permanence et un camarade vient me voir en me disant que des images passent à la télé sur quelque chose de grave qui s'est passé dans les Alpes de Haute-Provence. On me demande de venir voir, qu'on parle du secours en montagne. Effectivement, je regarde les premières images, elles sont glaçantes. On voit des morceaux d'aéronefs qui constellent la montagne. Donc, première sensation, est-ce qu'il y a des survivants ? Je ne sais pas encore qu'on assiste à une histoire de fou au sens propre. Un pilote vient de décoller de Barcelone et a amené dans sa folie, en projetant l'avion contre la montagne, 149 personnes. Donc passagers et personnel d'équipage, et je ne sais pas encore qu'il n'y aura aucun survivant. Et dans le même moment, en voyant ces images et un peu ce sentiment de tristesse, malgré tout, je pense aux futures personnes décédées qui vont nous quitter, je pense aussi aux familles, parce que je sais que c'est elles qui vont souffrir. Je vois 2 petits bonhommes en bleu et je sais que c'est des camarades de Briançon qui sont sur la zone, dépêchés en première
intention, donc je remonte, c'est moi qui décroche le téléphone, j'appelle mon patron à Chamonix et je lui dis tu peux pas laisser les gars sur une mission comme ça, qui va être certainement unique, et on ne savait pas encore à quel point, et je lui demande d'organiser au niveau national un tour de rôle pour que nous allions les aider de manière solidaire. C'est vous qui constituez l'équipe qui va sur place ? Oui, c'est moi qui la constitue, et ce qui est assez marrant, j'aimais un peu maîtriser quand même la fonction, dans ma fonction de chef, la dynamique de mon groupe, en choisissant un peu les missions pour les uns et les autres, même si on est capable de tout partager. Et pour la première fois, je ne me sens pas le droit, c'est même pas le courage, c'est plutôt le droit de désigner qui que ce soit sur cette mission. Donc je ferai un appel à volontariat, et nous sommes 38 dans le groupe, et j'aurai 38 volontaires. Oui, tout le monde a répondu présent. Donc pour un chef, parce que nous on a quand même des relations âpres parfois, c'est que des gens à fort potentiel, qui ont du caractère, qui n'ont pas besoin d'un chef pour partir en mission, donc il faut être crédible. Il faut que ce leadership, on vous dit souvent qu'il faut le prendre, mais aussi il faut qu'on vous le donne dans des groupes comme le mien. Et donc c'est un enseignement fort, parce que je pense qu'on est avant tout ce qu'on fait, parce qu'on dit, et ce jour-là, en termes de solidarité, de présence et d'engagement, les gens sont au rendez-vous. On est ce qu'on fait. Absolument. On doit incarner, alors, on dit aujourd'hui le produit, mais on doit incarner la fonction. C'est un moment de vérité. Si vous n'incarnez pas la fonction, de toute façon, les gens vous donneront. Vous suivent pas. Ouais, vous suivent pas. Non, puis c'est un moment de vérité d'abord individuellement, tout le monde veut y aller, donc ça prouve qu'on est vraiment bien à notre place en tant que sauveteur. Puis un moment de vérité collectivement, parce qu'un des enseignements malgré tout, et que j'essaye de transposer aussi dans le bouquin, c'est que on va se nourrir de plein de bonnes choses, de plein de choses agréables dans la vie, mais les vrais moments où on va grandir individuellement et collectivement, c'est des moments où on met un genou à terre, où c'est dur. Et comme disait Hugo Mola dans la préface du bouquin, il y a ceux qui se relèvent et il y a ceux qui ne se relèvent pas. Ça fait partie de la résilience, tout ça. Absolument. Vous avez ce souvenir de l'odeur de kérosène ? Bon, oui, alors j'aurais même tendance à vous dire ça a peut-être été une chance, parce que quand on arrive, effectivement, l'avion n'a pas explosé. Donc toutes les soutes se sont vidées dans les nappes de terre et de marne qui constituent la montagne. Et effectivement, il y a une très forte odeur de kéro, et d'ailleurs on met immédiatement des masques pour se protéger. On sera même suivi à ce sujet pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de suite physiologique. Oui, l'odeur est forte, mais c'est pas ce que je retiens de plus fort quelques années après, quasiment 10 ans maintenant, même plus que 10 ans. Peut-être plus, ouais. Et c'est plus... les gens vous disent, oui, ça a dû être difficile, effectivement, on doit récupérer toutes les parties biologiques de ces malheureux qui vont être traités, identifiés avec l'ADN. Mais pour nous, ça reste quand même quelque chose d'anonyme, tout ça. Mais ce qui ne l'est pas, c'est les vêtements, c'est des objets personnels qui ont une histoire, c'est tout ce qui vous ramène à votre propre vie. Vous parlez d'un dessin d'enfant, par exemple. Exactement. Donc j'allais parler des jouets, il y avait des enfants malheureusement dans ce vol. Et l'anecdote que je citais dans mon premier livre, Bravo Papa, c'est qu'un camarade avec qui je faisais binôme, parce qu'on n'était jamais seul, on voulait vraiment se soutenir, parce qu'on a tous eu des moments où on a posé un genou dans la poussière. Il a ramassé ce dessin et j'ai vu très rapidement que c'était très coloré, très bariolé. Pour moi, c'était évident que ça venait d'un enfant, donc je lui ai saisi des mains, je l'ai plié délicatement, et puis le soir, on l'a posé dans la zone où on mettait tous les objets personnels. Et lui avait le temps vraiment de s'en imprégner, il avait regardé ses formes imparfaites d'enfant, ses couleurs vives, et il me disait que ça l'a habité pendant des mois et qu'il en rêvait la nuit, quoi. Donc c'était dur de rester à sa place de sauveteur, parce que plus on allait sur cette mission, chaque jour c'était encore plus difficile de garder cette carapace qui petit à petit se fissurait jusqu'au moment où on avait le sentiment d'avoir été au bout du bout, quoi. À noter que lors de cette intervention, vous êtes pour la première fois de votre carrière accompagné par une psychologue. Oui, absolument. C'est certainement d'ailleurs le parent pauvre de notre spécialité, comme ça pourrait l'être aussi pour des camarades avec qui on travaille et que l'on forme parfois, comme l'ORED. C'est vrai qu'on a, nous, un fonctionnement d'équipe où on va expurger beaucoup de choses entre nous. Donc ça marche, je dirais, à 98% des cas. Et moi, j'ai connu dans mon groupe ces 2% où ça n'a pas fonctionné, où
le camarade, le frère de secours a déclaré une maladie mentale et on est passé un peu à côté. Donc j'avais essayé à l'époque de mettre en place quelque chose de plus scientifique, de plus carré. Et je pense que j'avais eu raison trop tôt. Et avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Le groupe m'avait gentiment mis un carton rouge et on en était resté à un numéro de téléphone placardé sur un mur. Et à la Germanwings, la psychologue, nous voyant fonctionner, me disait qu'elle n'avait pas grand-chose à faire pour nous, qu'on fonctionnait assez bien et qu'on était déjà, par exemple, ce qui peut paraître surprenant dans un métier d'homme, hein, vu pour beaucoup comme des héros alors qu'on n'en est pas du tout, être capable d'assumer une vulnérabilité. Nous, on a tous pleuré à tour de rôle sur la Germanwings, ça posait aucun souci. Je veux dire, au contraire, quand on voyait un camarade dans cette situation, on savait que très rapidement, ça allait être notre tour, donc on était là pour le soutenir. Et cette capacité à se sentir vulnérable pour trouver la force d'être plus fort dans nos missions, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est fondamental. En quoi cette opération a-t-elle marqué un tournant dans votre compréhension de la gestion du stress en situation extrême ? Ce que je retiens vraiment de cette opération, qui est unique, hein, il faut le dire, c'est être côtoyer la mort au quotidien, on sait le faire, mais là, dans cette dimension singulière, 150 victimes, c'est quand même énormissime. Je le disais dans mon premier livre, je pense que ça se rapprochait d'un théâtre de guerre, quoi. Donc, ce que je retiens vraiment, c'est la force du groupe. Sans groupe, sans être solidaires les uns les autres, y compris interservices qu'on ne connaissait pas, on n'en serait pas venu à bout. Mais c'est surtout cette capacité à se relever. Moi, j'avais à ce moment-là quasiment 1 millier d'interventions, 30 ans de sauvetage. Je pensais me connaître par cœur, dans mes forces, mais aussi dans mes limites. Et là, quand, comme tous mes potes, j'ai mis un genou à terre et que je me suis dit, bon, Pascal, t'as tout donné, c'est terminé, et que vous ressentez une force nouvelle vous envahir en regardant vos camarades continuer la mission, c'est quelque chose de très surprenant. Et c'est là que vous vous dites que ce que vous avez entendu toute votre vie, effectivement, il n'y a pas de limite que celle qu'on s'impose. Je pense que c'est vrai. Et on comprend mieux pourquoi une maman qui fait 40 kilos va soulever 2 fois son poids de corps pour sauver un gamin. Là, je me suis dit, c'est vrai qu'on a quand même des zones qui sont inexplorées, notamment au niveau du cerveau, et qu'on a une force qui va se révéler ou pas, suivant l'intensité de l'adversité qu'on va devoir vivre. Vous savez ce qui vous a sauvé de la désintégration intérieure ? Non. Non ? Non. Si c'est non, c'est non. Je pensais que oui. Je le sais un peu. Moi, je pense que c'est le collectif. On a eu énormément, par exemple, de mal à se quitter ce week-end-là. Parce qu'on avait vécu quelque chose de fort, parce qu'on s'était aussi... C'est souvent le cas de personnes qui ont vécu ensemble quelque chose de fort, très fort, qui ont du mal à se séparer. Et on plaisantait tout à l'heure avant l'interview sur le mot se réinventer, mais sur cette opération-là, on a redécouvert une autre version de nous-mêmes, ça c'est sûr. On est reparti différent. Tout le week-end, on a découvert des fonctions du corps qu'on ne connaissait pas. Moi qui suis un fan de rugby, je regardais des matchs du top 14 et je me mettais à pleurer inconsciemment. J'ai appelé mes camarades pour savoir, il y en a un qui était au ski, l'autre qui était en famille, ils vivaient exactement la même chose, et donc on est rentré un vendredi soir, je me souviens, ça nous a duré 2 jours, 2 jours où le corps et sûrement un peu l'âme se nettoient, et le lundi matin, tout le monde était prêt à repartir en mission. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment vivre pour le comprendre et le croire aussi. Oui, il y a eu un impact émotionnel énorme, indéniable. Mais on en ressort plus fort, même si je pense que ça a créé quelques cicatrices qui se refermeront jamais, mais ça fait partie du métier. Vous êtes un fan de rugby, vous venez de le dire. Quel est le lien entre le rugby et le secours, par exemple, et l'univers du secours ? Hugo le définit bien, donc je laisse au lecteur la surprise de le lire, mais cette forme d'humilité, d'abord, seul on n'est pas grand-chose, le rugby, c'est l'éloge de la différence. Des petits, des grands, des gros, des mecs, des rapides, des puissants. On a toujours besoin de l'autre, on tombe au sol, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive derrière. La montagne, c'est pareil, on se lâche jamais. Et puis voilà, cette capacité à se serrer les uns les autres pour être plus fort. Et donc pour moi, les liens avec le sport sont parfois évidents, même si pour nous, la notion d'échec est incomparable. La notion d'échec chez nous, c'est laisser glisser entre nos mains une vie, donc il n'y a rien qui s'approche de ça. Mais si je devais prendre des exemples avec le sport, c'est vrai que le rugby, pour moi, c'est ce sport qui s'en rapproche le plus, parce qu'il y a aussi une notion pas de peur, mais de danger. On peut se faire mal, on peut se faire même très très mal.
Donc il faut se dépasser, il faut parfois se transcender, et on sait que si on y arrive, c'est parce qu'on a la conviction qu'on a aussi des gens qui nous protègent sur le terrain, parce que le rôle aussi d'un leader, d'un premier de cordée, c'est de protéger son second. Et je trouve que c'est un sport qui est merveilleux au niveau des enseignements humains qu'il peut nous offrir. Même si l'échec est nécessaire. L'échec, ça fait partie de nos vies, c'est nécessaire, et c'est surtout les fondations de toute réussite. Pas assez valorisé en France, même si ça commence un petit peu aujourd'hui. Vous publiez Pascal Sanchau, S'élever ensemble chez Mareuil Édition. Alors, c'est pas votre 3e livre, c'est votre 4e livre. J'en avais oublié. Au final, j'en ai fait 7 parce que j'ai écrit aussi 2 romans. Et ça aussi, c'est une belle... Pour moi, au début, ça a été une catharsis, parce que c'est vrai que quand on vit notre spécialité, je pense qu'on emmagasine plein de choses que même en groupe, même avec des camarades très proches, on n'extériorise pas. Donc l'écriture est une belle catharsis pour ça. Et puis bon, je trouve que c'est une belle continuité dans l'envie de partager. Avec Pascal Sanchau, qui est notre invité aujourd'hui, je voulais savoir quelle est votre définition du leader ? Le leader, la vôtre, pour moi, oui, la mienne, de toute façon à chaque fois c'est que mon avis personnel, c'est quelqu'un qui a une vision. Si je devais synthétiser à l'essentiel, c'est quelqu'un qui a une vision, donc qui va être capable de voir plus tôt, plus vite, plus loin. Vous arrivez à détecter les leaders ? Leader, alors il y a plusieurs types de leadership, on est d'accord, mais vous rentrez dans une pièce, vous y passez 5 minutes, évidemment vous voyez qui est-ce qui a le leadership, évidemment. Alors certains parleront de charisme, je ne sais pas si le charisme est le prolongement naturel du leadership, mais effectivement quelqu'un qui a le leader, c'est quelqu'un qui va dégager quelque chose, et pour des raisons parfois qu'on ne s'explique pas, vous avez des gens qui sont capables de le suivre jusqu'au bout du monde, quoi. Donc c'est pour moi la définition, la vision, si je devais le synthétiser en un mot. Mais clairement, quand vous rentrez dans la pièce, vous arrivez à savoir qui est leader ou pas. Absolument. Et ce qui est bien chez nous, c'est que, mine de rien, ce leadership, il se construit avec ses camarades, avec les gens avec qui on collabore tous les jours. Et ce que je disais tout à l'heure, je suis quand même convaincu que ce leadership, c'est les gens qui nous le donnent. Dans des groupes comme le mien, on ne peut pas le prendre en force. C'est les gens qui vous reconnaissent comme chef par rapport à vos qualités, ils connaissent aussi vos défauts. Mais ça, c'est pas la même chose. Si, le leadership... Si c'est les autres qui reconnaissent... Parce qu'il peut y avoir des leaders désignés, et puis il peut y avoir des leaders qui sont reconnus par le terrain. C'est pas toujours les mêmes. Oui, mais pour moi, le leader désigné n'est pas toujours un leader. C'est pour ça que je vous dis. Ouais. C'est pour ça que on désigne pas un leader. Moi, je fais toujours la différence entre le leader, celui qui a le titre. On est d'accord. Et ceux que sur le terrain, on va décider de. Et puis dans plusieurs formes de leadership, on reprenait l'exemple du rugby. C'est pas obligatoirement toujours le capitaine qui est le leader. Il va y avoir un leader de vestiaire parce qu'il sait trouver les bons mots, si ce n'est les moins mauvais en temps réel. Il va y avoir des gros combattants qui sont des leaders de terrain qu'on suit par loyauté parce que quelque part, il mouille le maillot et qu'on se sent obligé de mouiller le maillot. Donc c'est ça, le leader. Mais ça n'a rien à voir avec une fonction ou un grade. C'est bien pour ça que je dis qu'on a beau avoir un brassard de capitaine ou être désigné chef de groupe, si le groupe vous désigne pas comme leader, vous le saurez jamais. On a commencé à le voir tout à l'heure. Donc le leader a un bon second. Il travaille en équipe. Donc il sait s'entourer. Qu'est-ce qu'il a comme qualité, un leader ? Par exemple. Un leader, je pense que c'est dans la vision, je pense que c'est quelqu'un, on en parle aujourd'hui dans les hommes d'État, qui sont de moins en moins nombreux, pour pas dire carrément absents. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre d'où il vient. L'histoire, très importante. D'où il vient, dans son écosystème, pour imaginer un peu l'avenir, parce que la vision, elle se nourrit quand même de notre passé. Et de notre présent aussi, donc c'est quelqu'un qui a une forme d'intelligence émotionnelle, je pense. Alors vous parlez beaucoup d'intelligence émotionnelle dans ce livre-là. Je pense que c'est... il y a plusieurs formes d'intelligence, mais l'intelligence émotionnelle, je pense qu'elle est importante, comprendre le contexte, le milieu dans lequel on est, avoir cette sensibilité, et puis derrière, cette intelligence situationnelle et opérationnelle qui fait que on essaye de trouver, mais là aussi, on n'est jamais seul, on prend des avis... on essaye de trouver la moins mauvaise solution, parce que ça aussi, c'est pas qu'une posture. Quand je dis que notre objectif, nous, au Secours Montagne, c'est d'être le moins imparfait possible, j'en suis convaincu.
Et ça veut dire que si je... Et pas d'être le plus parfait possible. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la philosophie ou de la littérature, mais non, on a vraiment cette ambition d'être le moins imparfait possible, parce qu'on sait que de toute façon, il manquera toujours quelque chose dans notre action, et que ça nécessitera, et c'est ce qui fait la force de ces groupes un petit peu de haut niveau, entre guillemets, de se remettre en question, tout le temps. Le leader sait s'adapter aux imprévus. Comment est-ce qu'on se prépare à faire face à des imprévus ? Là aussi, je reviendrai sur un point central, c'est l'état d'esprit. Au début, quand je suis jeune secouriste, je pars en mission, j'aurais tendance à prendre une demi-heure pour prendre tous les renseignements de A à Z, surligner ce qui doit l'être, mettre y compris des couleurs avec mon bic. Et puis je me rends compte que quand je vais arriver sur la réalité de la mission, ça correspond très peu à ce que j'avais imaginé. Donc petit à petit, avec l'expérience, je vais partir avec quelques éléments, je dirais 10, 20, 30% d'éléments factuels, et on va co-construire ensemble avec l'équipe le chemin. Et en temps réel, on va être capable de passer d'un plan A à un plan B à un plan C sans trop de difficultés. Donc ça s'apprend. Donc pour nous, l'imprévu, c'est... Ça, c'est pas inné, ça s'apprend. Ça s'apprend, voilà. Ouais. Non, au début, il y a des méthodes pour ça déstabilise tout le monde. Donc comment on l'apprend ? Déjà dans la répétition du geste. Tous les jours, on s'entraîne individuellement, on s'entraîne collectivement, puisque la compétence individuelle n'a de sens chez nous que si on la met au service vraiment du collectif, si on vient enrichir le groupe. Et puis, apprendre à travailler en mode dégradé tout le temps. Un exemple, c'est quoi un mode dégradé ? J'ai un camarade qui est en parois, qui m'appelle à la radio et qui me demande une deuxième corde. Moi, j'ai prévu, je sais que je lui donnerai pas cette deuxième corde. Et je vais lui dire... Mais c'est parce qu'il l'avait oublié. Peut-être, ça arrive. Mais même s'il l'avait pas oublié et qu'on devait lui donner, je veux créer quelque part un revers sur lequel il va être obligé de réfléchir, de créer une situation nouvelle et de trouver la solution. Donc je le préviens simplement que dans la civière, il y a un camarade à nous, bien vivant, qu'il ne faut pas qu'il se loupe, mais qui doit travailler qu'avec une seule corde au niveau de 2. C'est ce que je disais tout à l'heure en forme de leadership. Le pilote, moi j'avais prévu de faire mon petit scénario, j'avais 20 minutes tranquille, il m'en donne 10. Et ça, on va l'anticiper, on va le travailler de manière à ce que ça devienne des réflexes quasiment. Et qu'on puisse concentrer notre énergie sur ce qu'on n'avait vraiment pas prévu. Et là, on rentre dans l'inattendu. L'inattendu, j'en parle de manière un peu cocasse pour faire sourire les gens d'un secours que j'ai fait en Équateur où après bien des péripéties, on vient à se poser avec un hélicoptère dont le pilote n'était pas vraiment au niveau du vol montagne. Donc j'avais pris la décision quand même de tenter la mission en hélico avec un bénéfice-risque qui était un peu décalé mais que je voulais quand même faire pour un ensemble de raisons, et notamment un compatriote qui avait déclenché une balise Argos et on pouvait se douter que c'était grave. Et au moment de se poser, qui est la zone un petit peu la partie technique du vol, le pilote me propose une zone, je lui en propose une seconde qui me paraissait plus rassurante par rapport à son niveau. Et là, j'ai mon camarade Fabian dans l'hélicoptère qui me serre la jambe. Je venais de lui dire, la zone, c'est celle où il y a les vaches. Et il me dit, c'est pas des vaches, c'est des taureaux de combat. Et là, on est dans l'imprévu. L'imprévu, c'est quoi par rapport à... Enfin, on est plus dans l'inattendu. L'inattendu, c'est quelque chose qui vous secoue un peu pendant quelques secondes. Moi, ça m'a paru très long. C'était en plus au moment concomitant où on se posait. Je sais plus quoi faire. Des taureaux de combat, j'ai pas été formé pour ça. Et là, une fois encore, c'est le groupe. Fabian me dit que s'ils sont en troupeau... normalement on risque rien, confiance absolue en son camarade qui a la connaissance et qui pourtant n'est pas le leader de cette opération puisque c'était moi, et on trouve la solution. Donc c'est un petit peu tout ça, il faut s'y préparer, je dirais. Ce qui veut dire que le bon leader sait improviser. Oui, ça c'est un choix qui nous est vraiment qui nous dépasse, ça nous est imposé dans notre métier. Si quelqu'un ne sait pas improviser, il fera pas long feu. Prendre des décisions sous la pression, c'est quelque chose qui s'apprend ou on est fait pour ça? Alors j'aurais tendance à dire que ça s'apprend par l'expérience qui nourrit un petit peu notre raisonnement, par la maîtrise de nos émotions surtout, et à bien y réfléchir. Dans mon groupe par exemple, j'ai des gens qui étaient plutôt durs au mal, moi je me considère plutôt comme quelqu'un de sensible, mais au milieu de tout ça, dans la mission, on avait tous un peu la même façon de travailler et la même froideur par rapport à l'événement. Donc je dirais que non, ça s'apprend et c'est
la confiance qu'on va construire au fur et à mesure des missions, qui va faire qu'on se laisse jamais trop déborder et qu'on arrive à bien maîtriser nos émotions. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'émotif dans la vie, et en mission, je n'avais pas d'émotion. Rarement, ou voire jamais. Voilà, les Germanwings, ça a été peut-être l'exception qui confirme la règle, mais ce qui fait notre force, justement, c'est qu'on est très froid, très concentré sur ce qu'on a à faire, alors que par ailleurs, voilà, quand je suis sorti du cercle vertueux de mon métier, j'ai découvert que je pouvais pleurer devant un film ou un morceau de musique, et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se construit par l'expérience et par aussi une relation à la réalité qui fait je pense que par intelligence, on se rend compte très vite que on n'a pas le choix et que c'est aussi une protection que l'on se doit à nous-mêmes. Sinon, on se laisse envahir par des charges mentales qui pourraient être dévastatrices. Le plaisir en entreprise, c'est nécessaire ou pas ? Je pense que ça peut être quand même un moteur. Si on arrive à trouver du plaisir dans ce qu'on fait, effectivement, je pense que c'est plus facile. C'est plus facile, mais après... Est-ce que c'est un moteur ? Parce que vous racontez le cas de certains qui se sont arrêtés parce qu'ils n'éprouvaient plus de plaisir dans ce qu'ils faisaient, alors qu'ils étaient au plus haut niveau d'ailleurs. Hein. Le plaisir, je dirais que ça peut être un des moteurs, mais dès le début, j'ai dit un des moteurs. Pour moi, ce qui nous fait avancer dans le temps, on parle souvent de motivation, mais la motivation, elle est très fluctuante. Un matin, on arrive, on a mal au dos, on n'a pas envie d'aller en montagne, le téléphone sonne, on n'a plus mal nulle part et on part en secours. Comment on l'explique ? Moi, je pense que c'est le sens. C'est cette profondeur qu'on a au fond de nous-mêmes, alors qu'on peut qualifier de plein de manières possibles, puisque chaque être humain est unique. Certains vont parler d'ambition, d'autres de spiritualité, d'autres de croyance. On va chercher des forces qui font qu'on continue à avancer. Quand mon camarade, après un crash d'hélico, ou mon père Philippe vient me voir et me dit « je vais quitter le groupe », c'est pas parce qu'il ressent plus de plaisir. C'est parce qu'il a plus la force qui dépasse la crainte qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'il a une conscience qu'il est père de famille et que pour lui, entre guillemets, même si c'est pas un jeu, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc c'est plus une question de sens à ce moment-là. D'accord, mais quand Michael Phelps arrête de nager, exactement, c'est parce qu'il n'a plus le plaisir à se lever le matin pour aller plonger dans de l'eau froide. Le plaisir, ça va être un outil. Un athlète de haut niveau, on sait très bien qu'il a un sens, il a un objectif sur lequel il s'est engagé. Mais au quotidien, il va falloir le nourrir d'exercices nouveaux, lui donner de l'appétence. Ça, c'est le plaisir. Mais il y a un moment, on a beau lui donner tous ces exercices, si au fond de lui-même, il n'a plus envie de se lever le matin, il n'a plus envie de surpasser les douleurs qu'il a, il n'a plus envie de se faire mal sur un terrain, il ne le fera pas. Ouais. Bon, vous définissez dans votre livre des termes tels qu'échec, difficulté au revers. Ça, vous verrez, c'est dans le livre. Il y a beaucoup de terminologie et de concepts qui vous appartiennent. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre nouveau livre, S'élever ensemble, chez Mareuil Éditions. Comment avez-vous trouvé le titre ? Une évidence. Je ne sais pas comment le dire. Quand j'écris Bravo Papa en 2019, c'est les 2 premiers mots que je mets sur le papier. Et là, pareil ? Et là, j'ai réfléchi à ce que je voulais transmettre comme message un peu subliminal. Oui, s'élever ensemble, ça me paraît être vraiment universel. Est-ce que c'était les mots que vous avez mis en premier sur le papier ? Oui, absolument. Voilà. Trait de marque. Oui, mais bon, c'est parce que je l'avais un petit peu aussi réfléchi, je pense, mais c'était tellement beau et ambitieux que ça m'a paru évident. Bien. Il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous croisez les bras pendant... Ça dépend. Oh, vous les avez décroisés une fois. Bon, je les décroise. Hein. Vous voulez qu'on en parle ? Dans une autre émission ? Peut-être. Pourquoi peut-être ? Mais je ne sais pas ce que sera fait l'avenir, on va dire. Ah, j'adore vous embêter, Pascal Sancho. Je ne sais pas de ce que sera fait l'avenir. Peut-être par rapport à mon seul en scène que je vous ai annoncé le 16 janvier prochain. C'est vrai. Ouais. Et peut-être que le prochain livre, ça sera comment on fait pour vraiment aller au bout de ses rêves. Pourquoi pas ? Parce que bon, je suis... Ou en haut du sommet. Ouais, je pense que je suis un bel exemple de gens qui arrivent à faire ce qu'ils ont envie de faire, mais voilà. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission. Vous verrez la captation sur notre chaîne YouTube. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.